Bienvenue sur Football Archive. 1974, une Coupe du Monde révolutionnaire qui a changé le football à jamais. Découvrez comment les Pays-Bas ont inventé le football total, comment l'Allemagne de l'Ouest a triomphé sur son sol, et les coulisses d'un tournoi marqué par des tensions politiques et des performances légendaires. Cruyff, Beckenbauer, Müller, des icônes sont nées. Abonnez-vous et likez cette vidéo pour ne rien manquer de cette saga extraordinaire. C'est parti. Chapitre 1. L'avènement du football total. L'année 1974 marque un tournant absolu dans l'histoire du football mondial. Pour comprendre la révolution qui s'est produite en Allemagne de l'Ouest cet été-là, il faut remonter quelques années en arrière aux Pays-Bas, où une philosophie footballistique radicalement nouvelle était en train de naître dans les bureaux et sur les terrains de l'Ajax Amsterdam. Les origines d'une révolution. Tout commence avec un homme, Rinus Michels. Cet entraîneur visionnaire, ancien international néerlandais, prend les rênes de l'Ajax en 1965 avec une idée folle en tête. Il refuse les dogmes tactiques de son époque. Fini les joueurs cantonnés à un poste fixe, fini les schémas rigides où chacun reste dans sa zone. Michels imagine un football fluide, où les joueurs échangent constamment leur position, où un défenseur peut devenir attaquant et vice-versa en quelques secondes. Cette vision nécessite des joueurs d'une intelligence tactique exceptionnelle, capables de lire le jeu comme un grand maître d'échecs lit un échiquier. Michels a la chance inouïe de disposer d'un prodige, Johan Cruyff. Ce jeune Amsterdamois maigre et élégant possède tout ce dont Michels rêve. Une technique éblouissante, une vision du jeu à 360 degrés, une vitesse d'exécution fulgurante et surtout une compréhension du football qui dépasse celle de tous ses contemporains. Sous la direction de Michels, avec Cruyff comme chef d'orchestre sur le terrain, l'Ajax devient une machine à gagner. Entre 1971 et 1973, le club remporte 3 Coupes d'Europe consécutives. Un exploit rarissime. Leur style hypnotise l'Europe entière. Les adversaires sont désorientés, incapables de suivre ces joueurs qui semblent jouer sans position fixe, qui pressent haut sur le terrain avec une intensité jamais vue, qui récupèrent le ballon en quelques secondes pour lancer des contre-attaques dévastatrices. Le football total, une philosophie révolutionnaire. Mais qu'est-ce que le football total exactement ? C'est bien plus qu'un simple système tactique. C'est une philosophie complète du jeu. Le principe fondamental est simple à énoncer, mais extraordinairement difficile à mettre en pratique. Chaque joueur doit être capable d'occuper n'importe quelle position sur le terrain. Quand un défenseur monte à l'attaque, un milieu recule pour couvrir sa position. Quand un ailier décroche au milieu, un milieu prend sa place sur le côté. C'est un ballet permanent, une chorégraphie où chaque mouvement d'un joueur déclenche une série de repositionnements coordonnés. Cette fluidité rend l'équipe imprévisible et presque impossible à marquer. Le football total repose aussi sur un pressing intense et collectif. Dès que l'adversaire récupère le ballon, tous les joueurs proches se ruent sur le porteur pour le récupérer immédiatement. Cette pression constante épuise physiquement et mentalement les équipes adverses. Elle nécessite une condition physique exceptionnelle et une discipline tactique de fer. Enfin, le football total exige une maîtrise technique absolue de tous les joueurs. Impossible d'appliquer ce système avec des joueurs maladroits, techniquement. Chacun doit pouvoir contrôler, passer, dribbler avec précision dans n'importe quelle situation. Les Néerlandais, formés dans les académies de jeunes des grands clubs comme l'Ajax et le Feyenoord, possèdent cette technique depuis leur plus jeune âge. De l'Ajax à l'équipe nationale. En 1974, Rinus Michels est nommé sélectionneur de l'équipe nationale néerlandaise. Sa mission, transposer le succès de l'Ajax à l'échelle internationale. Il dispose d'un vivier de talents extraordinaires. Outre Cruyff, il peut compter sur Johan Neeskens, le guerrier du milieu de terrain, aussi élégant techniquement que féroce dans les duels. Il y a aussi Johnny Rep, l'ailier fulgurant capable de détruire n'importe quelle défense par sa vitesse. Ruud Krol, le défenseur polyvalent qui incarne parfaitement le football total. Wim Suurbier, Harry Hahn, Piet Keizer, une génération dorée. Mais intégrer le football total à une sélection nationale pose des défis uniques. En club, Michels dispose de plusieurs années pour inculquer sa philosophie, pour créer des automatismes. Avec l'équipe nationale,
ils ne disposent que de quelques semaines de préparation avant les grands tournois. Les joueurs évoluent dans différents clubs avec des styles de jeu variés. Il faut les faire cohabiter, créer une synergie. Michels est un perfectionniste obsessionnel. Il organise des stages intensifs où les joueurs vivent ensemble, mangent ensemble, s'entraînent 2 fois par jour. Il décortique chaque match en vidéo, analyse chaque mouvement, corrige la moindre erreur de positionnement. Sa rigueur est légendaire. Certains le trouvent tyrannique, mais les résultats parlent d'eux-mêmes. La qualification pour la Coupe du Monde 1974 se déroule sans accroc. Les Pays-Bas dominent leur groupe, écrasant leurs adversaires avec un football séduisant. Le monde commence à parler de cette équipe néerlandaise comme d'une favorite crédible pour le titre mondial. Cruyff, élu Ballon d'Or en 1971 et 1973, est considéré comme le meilleur joueur de la planète. L'excitation monte aux Pays-Bas, un pays qui n'a jamais remporté de trophée majeur en football. L'Allemagne, l'hôte ambitieux. Pendant que les Pays-Bas peaufinent leur révolution, l'Allemagne de l'Ouest se prépare à accueillir le monde. Organiser la Coupe du Monde est un honneur immense pour un pays qui, 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, cherche toujours à reconstruire son image internationale. Les autorités investissent massivement dans la construction et la rénovation de stades ultramodernes. L'équipe nationale allemande, dirigée par Helmut Schön, aborde le tournoi avec confiance. Elle possède une ossature solide menée par Franz Beckenbauer, le Kaiser. Ce défenseur central révolutionnaire a inventé le rôle de libéraux moderne. Un défenseur qui ne se contente pas de défendre, mais qui lance les attaques, qui monte au milieu de terrain, qui dicte le tempo du jeu. Beckenbauer est l'élégance incarnée, capable de traverser tout le terrain balle au pied avec une aisance déconcertante. À ses côtés, l'Allemagne dispose de Gerd Müller, le buteur le plus efficace de l'histoire du football à cette époque. Surnommé Der Bomber, Müller est un renard des surfaces, capable de marquer de n'importe quelle position, souvent avec une seule touche de balle. Son sens du placement est surnaturel. Il ne court pas beaucoup, ne dribble presque jamais, mais il est toujours au bon endroit, au bon moment. Le gardien Sepp Maier complète ce trio légendaire. Acrobatique, courageux, parfois excentrique, Maier est considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Paul Breitner, le latéral gauche aux cheveux longs et aux opinions politiques de gauche affirmées, apporte une touche de modernité à cette équipe. Wolfgang Overath au milieu, Jupp Heynckes en attaque. Les Allemands ont les armes pour aller loin. Le format du tournoi, une nouveauté. La Coupe du Monde 1974 introduit un format révolutionnaire qui ne sera utilisé qu'une seule fois dans l'histoire. 16 équipes sont qualifiées, réparties en 4 groupes de 4 pour le premier tour. Jusque-là, rien de nouveau. Mais au lieu d'organiser des quarts de finale, demi-finales et finales traditionnelles, la FIFA décide d'instaurer un second tour de groupe. Les 8 équipes qualifiées du premier tour sont divisées en 2 groupes de 4. Les vainqueurs de ces 2 groupes s'affrontent en finale. Les deuxièmes jouent le match pour la 3e place. Ce format inhabituel signifie qu'il n'y a pas de match à élimination directe avant la finale elle-même. Une équipe peut perdre un match et quand même remporter le tournoi, ce qui était impossible dans l'ancien système. Ce format est controversé. Certains y voient une innovation intéressante qui garantit plus de matchs de haut niveau. D'autres le trouvent injuste et complexe. Mais pour les joueurs et les fans, une chose est sûre. Ce format promet un festival de football avec des rencontres cruciales à chaque journée. Les outsiders et les surprises. Si les Pays-Bas et l'Allemagne sont les favoris, d'autres nations arrivent en Allemagne avec des ambitions. Le Brésil, triple champion du monde, n'a plus l'aura de 1970. L'équipe qui avait enchanté le Mexique avec Pelé, Jairzinho et Tostão a vieilli. Pelé a pris sa retraite internationale. Mais les Brésiliens restent dangereux, avec des joueurs comme Rivellino et Jairzinho qui connaissent la recette du succès. L'Italie, championne d'Europe en 1968, possède une défense légendaire avec Dino Zoff dans les buts et Giacinto Facchetti en défense. Les Italiens sont les maîtres du catenaccio, ce système défensif ultra solide qui privilégie la prudence à l'attaque flamboyante. Un choc de philosophie s'annonce entre le jeu défensif italien et le football total néerlandais. La Pologne est la révélation de ce tournoi. Emmenée par Grzegorz Lato
et le buteur prolifique Andrzej Charmach, avec le légendaire Kazimierz Zdejna au milieu, la Pologne sort de nulle part. Personne ne les connaît vraiment, mais ils vont surprendre tout le monde. L'Argentine, l'Uruguay, la Suède, l'Écosse. Chaque équipe rêve secrètement d'un exploit. Le contexte politique. 2 Allemagnes. L'élément le plus sensible de cette Coupe du Monde est sans conteste la présence des 2 Allemagnes. L'Allemagne de l'Ouest, organisatrice, capitaliste, membre de l'OTAN. Et l'Allemagne de l'Est, communiste, satellite de l'Union soviétique. Les 2 pays sont séparés par le mur de Berlin, symbole de la guerre froide qui divise le monde en 2 blocs idéologiques opposés. Pour la première fois de l'histoire, les 2 Allemagnes sont qualifiées pour le même tournoi. Le tirage au sort, dans une ironie cruelle ou merveilleuse selon le point de vue, les place dans le même groupe du premier tour. Un match entre les 2 Allemagnes est donc inévitable. Ce sera bien plus qu'un simple match de football. Ce sera un affrontement politique, idéologique, un duel de système. L'Allemagne de l'Est, dirigée par Georg Büchner, ne possède pas les stars de sa voisine occidentale. Mais elle dispose d'une équipe soudée, disciplinée, tactiquement organisée. Les joueurs allemands évoluent tous dans le championnat national, notamment au Dynamo Dresden et au Carl Zeiss Jena. Leur motivation sera immense face à leurs frères de l'Ouest. La tension est palpable. Les autorités allemandes voient ce match comme une opportunité de prouver la supériorité du système communiste. Le gouvernement ouest-allemand, lui, ne veut surtout pas perdre ce match sur son propre sol. L'enjeu dépasse largement le cadre sportif. Des millions de téléspectateurs dans le monde vont assister à ce duel fratricide. Les premiers matchs, l'explosion néerlandaise. Le 15 juin 1974, la Coupe du Monde débute. Les Pays-Bas affrontent l'Uruguay pour leur entrée en lice. Dès les premières minutes, le monde découvre le football total dans toute sa splendeur. Les Néerlandais pressent haut, récupèrent les ballons, enchaînent les passes rapides. Cruyff est omniprésent, surgissant successivement à l'aile droite, au centre, à l'aile gauche, dans le dos de la défense uruguayenne complètement perdue. Le premier but néerlandais est un condensé de leur philosophie. Une récupération haute, 3 passes rapides, Cruyff qui décroche, Rep qui sprinte dans la profondeur, un 1-2 parfait, et le ballon au fond des filets. C'est rapide, fluide, imparable. L'Uruguay, équipe robuste et expérimentée, ne sait pas comment réagir. Les Néerlandais gagnent 2-0, mais le score ne reflète pas leur domination écrasante. Le monde du football est en état de choc. Jamais on n'a vu une équipe jouer avec une telle modernité, une telle audace. Les commentateurs cherchent leurs mots pour décrire ce qu'ils viennent de voir. Révolutionnaire, hypnotique, du football venu du futur. Les superlatifs pleuvent. Johan Cruyff devient instantanément l'homme le plus commenté du tournoi. Son numéro 14 devient iconique. Dans leur deuxième match face à la Suède, les Néerlandais confirment. Ils écrasent les Scandinaves 3-0 avec une facilité déconcertante. Cruyff inscrit un but magnifique après une action collective qui implique 7 passes et 4 joueurs différents. Chaque Néerlandais touche le ballon avec la même aisance, comme s'ils jouaient ensemble depuis des décennies. Le football total n'est pas un mirage, c'est une réalité terrifiante pour les adversaires. L'Allemagne trébuche. Pendant ce temps, l'Allemagne de l'Ouest vit un début de tournoi plus compliqué. Leur premier match contre le Chili se termine par une victoire étriquée, 1-0. Les Allemands semblent tendus, crispés par la pression d'évoluer à domicile. Franz Beckenbauer essaie de calmer ses coéquipiers, mais l'anxiété est palpable. Gerd Müller marque l'unique but, mais l'équipe ne convainc pas. Puis vient le match, celui que tout le monde attend avec une excitation mêlée d'appréhension. Allemagne de l'Ouest contre Allemagne de l'Est. Le 22 juin 1974, au Volksparkstadion de Hambourg, 60 000 spectateurs retiennent leur souffle. Des deux côtés du mur de Berlin, des millions de téléspectateurs sont rivés à leur écran. C'est bien plus qu'un match de football. C'est un événement historique. Le match est tendu, nerveux, haché. Les Ouest-Allemands dominent territorialement mais manquent de créativité. Les Est-Allemands défendent avec courage et rigueur, attendant leur chance. À la 77e minute, l'impensable se produit. Sur une contre-attaque, Jürgen Sparwasser, l'attaquant est-allemand, se retrouve seul face à Sepp Maier. Il ne tremble pas et marque.
1-0 pour l'Allemagne de l'Est. C'est l'explosion de joie côté est allemand, la consternation côté ouest allemand. Les dernières minutes sont interminables. L'Allemagne de l'Ouest se rue à l'attaque mais se heurte à un mur défensif héroïque. Le coup de sifflet final retentit. L'impensable s'est produit. L'Allemagne de l'Est a battu l'Allemagne de l'Ouest sur son propre sol, devant son propre public. C'est une humiliation sportive et politique monumentale. À Berlin-Est, c'est la liesse. Le gouvernement communiste exploite cette victoire comme une preuve de la supériorité de leur système. À l'Ouest, c'est la crise. Les médias s'en donnent à cœur joie, critiquant violemment l'équipe nationale. Helmut Schön, le sélectionneur, est sous pression énorme. Certains réclament déjà sa démission. Les joueurs sont désemparés, humiliés. Comment se relever d'un tel coup? La Pologne surgite. Au milieu de ce chaos émotionnel, une équipe progresse discrètement mais efficacement, la Pologne. Dans leur groupe, les Polonais enchaînent les victoires avec un football direct, vertical, efficace. Grzegorz Lato, leur ailier, se révèle être l'un des joueurs les plus dangereux du tournoi. Sa vitesse pure terrorise les défenses adverses. Mais c'est face à l'Italie que la Pologne frappe le plus grand coup du premier tour. Les Italiens, avec leur célèbre défense de fer, pensent pouvoir contrôler la partie. Erreur fatale. Les Polonais jouent sans complexe, pressent haut, attaquent sans relâche. Ils gagnent 2-1 dans un match où les Italiens, pourtant réputés pour leur solidité défensive, semblent complètement dépassés. Cette victoire envoie la Pologne dans le second tour de groupe avec une confiance énorme. Personne ne les avait vus venir. Et maintenant, ils font peur. Leur jeu n'a rien de spectaculaire comme celui des Néerlandais, mais il est redoutablement efficace. Ils ne font pas de cadeaux, ne concèdent de presque rien et punissent la moindre erreur adverse. L'Europe de l'Est montre qu'elle sait jouer au football. Le second tour, l'intensité monte. Le second tour de groupe débute avec des enjeux encore plus élevés. Les 8 équipes qualifiées sont divisées en 2 groupes de 4. Le groupe A réunit les Pays-Bas, le Brésil, l'Allemagne de l'Est et l'Argentine. Le groupe B rassemble l'Allemagne de l'Ouest, la Pologne, la Suède et la Yougoslavie. Chaque match peut décider du destin d'une nation. Dans le groupe A, tous les regards sont braqués sur le choc Pays-Bas-Brésil. C'est le match que tout le monde veut voir. Le football total contre le football samba, la modernité européenne contre la tradition sud-américaine, Cruyff contre les champions du monde en titre. Le 3 juillet 1974 à Dortmund, le monde du football retient son souffle. Le match est violent, brutal, loin du spectacle attendu. Les Brésiliens, conscients de leur infériorité technique face aux Néerlandais, adoptent une stratégie cynique. Intimider, casser le rythme, provoquer. Les fautes s'enchaînent. Cruyff est la cible principale. Il est fauché, bousculé, agrippé à chaque fois qu'il touche le ballon. L'arbitre perd le contrôle du match. Malgré la violence adverse, les Néerlandais gardent leur sang-froid. Ils gagnent 2-0 avec 2 buts magnifiques de Cruyff et Neeskens. Mais ce match laisse des traces. Plusieurs joueurs néerlandais sont blessés. L'image du Brésil, champion du beau jeu en 1970, est ternie. Certains parlent de bataille de Dortmund plutôt que de match de football. Les Néerlandais ont gagné la guerre, mais à quel prix? L'Allemagne se réveille. Dans le groupe B, l'Allemagne de l'Ouest doit impérativement se racheter après l'humiliation face à l'Allemagne de l'Est. Le premier match contre la Yougoslavie est capital. Les Allemands entrent sur le terrain avec la rage au ventre. Fini la crispation du premier tour. Place à la détermination. Beckenbauer hausse le ton dans le vestiaire avant le match. Nous sommes chez nous, le monde nous regarde. Montrons qui nous sommes vraiment. Le message passe. L'Allemagne étrille la Yougoslavie 2-0 avec une maîtrise retrouvée. Beckenbauer est impérial, orchestrant le jeu depuis sa position de libéraux. Il monte, redescend, distribue le jeu avec une précision chirurgicale. Gerd Müller retrouve son efficacité devant le but. L'équipe semble enfin libérée du poids de la défaite face aux Est-Allemands. Le deuxième match contre la Suède est encore plus convaincant. Les Allemands gagnent 4-2 dans un match spectaculaire où ils démontrent toute leur panoplie offensive. Le public allemand, qui commençait à douter, retrouve l'espoir. Son équipe est vivante, elle peut aller loin. Mais le plus grand défi arrive, la Pologne, l'équipe surprise du tournoi, celle qui élimine tout sur son passage.
Pologne, Allemagne, le match sous la pluie. Le 3 juillet 1974, jour du match Pologne, Allemagne de l'Ouest à Francfort, la météo décide de jouer un rôle inattendu. Il pleut des cordes depuis le matin. Le terrain du Waldstadion se transforme en bourbier. Des flaques d'eau se forment partout. Les arbitres inspectent le terrain et envisagent de reporter le match. Finalement, il est maintenu, malgré les conditions catastrophiques. Ce match est crucial, le vainqueur sera probablement en finale. Les Polonais arrivent en confiance, invaincus depuis le début du tournoi. Les Allemands savent qu'ils ne peuvent pas se permettre une nouvelle défaite. La tension est maximale. Dès le coup d'envoi, il est clair que le match va être une bataille dans la boue plutôt qu'un festival de football. Le ballon rebondit bizarrement sur les flaques, les joueurs glissent, les passes sont imprécises. Les Polonais, techniquement légèrement supérieurs, devraient avoir l'avantage. Mais le terrain nivelle les différences. L'Allemagne adopte un jeu direct, vertical, adapté aux conditions. La Pologne essaie de jouer court, mais le ballon reste coincé dans l'eau. À la 76e minute, après des dizaines de tentatives frustrées des deux côtés, Gerd Müller inscrit le seul but du match. Une action confuse dans la surface polonaise, le ballon qui traîne, et Müller qui surgit pour pousser le ballon au fond. C'est son 14e but en Coupe du Monde, un record à l'époque. Les dernières minutes sont un calvaire pour les Allemands. Les Polonais attaquent désespérément, mais le gardien Sepp Maier réalise plusieurs arrêts décisifs dans la boue. Le coup de sifflet final libère les Allemands. Ils sont en finale. Les Pays-Bas, en roue libre de leur côté, les Néerlandais poursuivent leur démonstration. Après le Brésil, ils affrontent l'Allemagne de l'Est et l'Argentine. Contre les Est-Allemands, qui les avaient surpris lors d'un match amical quelques mois auparavant, les Pays-Bas ne font qu'une bouchée. Victoire 2-0 avec une maîtrise totale. Cruyff et ses coéquipiers semblent jouer au ralenti tellement leur supériorité est évidente. Face à l'Argentine, c'est encore plus impressionnant. Les Néerlandais gagnent 4-0 dans un récital absolu. Cruyff marque 2 buts, dont un chef-d'œuvre après un 1-2 avec répit. Chaque action néerlandaise est un modèle d'intelligence collective. Les Argentins, pourtant réputés pour leur technique, sont ridiculisés. À la fin du match, même leurs supporters applaudissent les Néerlandais. Les Pays-Bas terminent le second tour avec 3 victoires en 3 matchs, sans avoir encaissé le moindre but. Ils ont marqué 8 buts et offert un spectacle inouï. Le monde entier est amoureux de cette équipe. Cruyff est porté au nu, considéré comme le plus grand joueur du monde. Les journaux titrent « Les Néerlandais ont déjà gagné la Coupe du Monde des cœurs ». Mais reste à gagner le trophée lui-même. La finale est de fixer au 7 juillet 1974 à Munich, au stade olympique. Pays-Bas contre Allemagne de l'Ouest. Le football total contre la rigueur germanique. Cruyff contre Beckenbauer. L'équipe la plus séduisante du tournoi contre l'équipe la plus résiliente. Le favori contre l'hôte. Tout est en place pour une finale légendaire. Vous avez aimé ce premier chapitre ? Abonnez-vous à Football Archive et likez cette vidéo pour ne rien manquer de la suite. Le prochain chapitre vous révélera les coulisses incroyables de la finale et son dénouement historique. À très bientôt. Chapitre 2. La finale du destin. Le 7 juillet 1974, Munich se réveille sous un ciel incertain. Des nuages gris planent au-dessus du stade olympique, cette merveille architecturale construite pour les Jeux de 1972. Dans quelques heures, 75 000 spectateurs vont s'entasser dans cette arène futuriste pour assister à ce qui s'annonce comme la finale la plus attendue de l'histoire de la Coupe du Monde. Pays-Bas contre Allemagne de l'Ouest, le football du futur contre la machine allemande, David contre Goliath, selon certains, génie contre discipline, selon d'autres. L'atmosphère, avant la tempête. Dans les rues de Munich, la tension est palpable. Les supporters néerlandais, venus par dizaines de milliers, envahissent les cafés et les places. Ils chantent, dansent, agitent leurs drapeaux orange. L'optimisme règne. Comment leur équipe pourrait-elle perdre après les performances extraordinaires qu'elle a livrées ? Cruyff est intouchable. Les Néerlandais n'ont encaissé aucun but lors du second tour. Ils vont enfin remporter leur premier trophée majeur, c'est une évidence. Les supporters allemands, eux, sont plus nerveux. Ils ont encore en mémoire l'humiliation face à l'Allemagne de l'Est. Leur équipe a certes retrouvé des couleurs lors du second tour, mais les Pays-Bas semblent d'un autre niveau.
Dans les journaux allemands du matin, les analystes sont partagés. Certains prédisent une défaite honorable, d'autres croient en un miracle alimenté par le soutien du public. Une chose est certaine, personne ne donne l'Allemagne favorite. Dans les vestiaires de l'hôtel où réside l'équipe néerlandaise, l'ambiance est étrangement détendue. Trop détendue peut-être. Johan Cruyff, le leader incontesté, plaisante avec ses coéquipiers. Johan Neeskens fait des imitations des adversaires. L'entraîneur Rinus Michels observe ses joueurs avec un mélange de fierté et d'inquiétude. Il les connaît par cœur, ces hommes qu'il a façonnés à son image. Mais il décèle quelque chose de dangereux dans leur attitude. Une confiance qui pourrait virer à l'arrogance. Michels réunit ses joueurs pour une dernière causerie. Il ne parle pas de tactique, tout a été dit et répété 100 fois. Il parle de respect, d'humilité et de concentration. Les Allemands sont blessés dans leur orgueil, dit-il. Une bête blessée est la plus dangereuse. Ils joueront le match de leur vie. Nous devons être parfaits dès la première minute. Ces mots résonnent dans le vestiaire, mais pénètrent-ils vraiment les esprits déjà tournés vers la célébration à venir? De l'autre côté de la ville, dans le camp allemand, l'atmosphère est radicalement différente. Franz Beckenbauer, le capitaine, a pris les choses en main. Il sait que son équipe est sous-estimée et il compte utiliser cela comme une arme. « Personne ne nous donne une chance », dit-il à ses coéquipiers. « Parfait, nous n'avons rien à perdre, eux ont tout à perdre. La pression est sur leurs épaules, pas sur les nôtres. » Helmut Schön, le sélectionneur, a préparé un plan tactique minutieux. Il a étudié chaque match des Néerlandais, analysé chaque mouvement de Cruyff, identifié les failles du football total. Car oui, même le football total a des failles. Le système néerlandais repose sur une synchronisation parfaite. Si on casse le rythme, si on presse intelligemment, si on exploite les espaces laissés par leurs montées audacieuses, on peut les contrer. Schön a identifié la clé, ne pas laisser Cruyff dicter le tempo. Le plan allemand, neutraliser Cruyff. Le plan de Schön est clair. Berti Vogt, le défenseur allemand réputé pour sa ténacité, sera chargé de coller Cruyff comme son ombre. Partout où Cruyff ira, Vogt le suivra. Pas de coups vicieux, pas de fautes stupides qui donneraient des coups francs, dangereux, juste une présence constante, étouffante. Vogt est l'homme idéal pour cette mission. Infatigable, intelligent tactiquement, prêt à sacrifier son propre jeu offensif pour annihiler la star adverse. En plus de cette surveillance individuelle, les Allemands prévoient de jouer en bloc compact. Fini les lignes étirées qui laissent des espaces entre défense et milieu. Ils vont jouer groupés, resserrés, forçant les Néerlandais à contourner plutôt qu'à transpercer. Et quand ils récupèrent le ballon, transition rapide vers Gerd Müller, qui n'a besoin que d'une occasion pour tuer un match. Beckenbauer aura un rôle crucial. Depuis sa position de libéro, il devra lire le jeu, anticiper les permutations néerlandaises, combler les trous et surtout, lancer les contre-attaques avec ses passes précises. Le Kaiser sait que c'est peut-être son dernier grand match international. Il a 28 ans, mais parle déjà de retraite après ce tournoi. Il veut partir en beauté. L'entrée des gladiateurs. À 16h, les deux équipes pénètrent sur la pelouse du stade olympique. Le rugissement de la foule est assourdissant. 75 000 personnes debout, hurlant, chantant, agitant des drapeaux. L'hymne néerlandais retentit, suivi de l'hymne allemand. Les joueurs se tiennent fièrement, mais les visages trahissent la nervosité. Même les plus expérimentés sentent leurs jambes trembler légèrement. C'est la finale, le match d'une vie. L'arbitre anglais, Jack Taylor, réputé pour sa fermeté, rassemble les capitaines Beckenbauer et Cruyff pour le tirage au sort. Les deux hommes se serrent la main, s'observent, se jaugent. Ils se respectent mutuellement, conscients qu'ils sont les deux meilleurs joueurs de leur génération respective. Mais pour les 90 prochaines minutes, ils seront ennemis. Le coup d'envoi est donné. Les Pays-Bas, en orange éclatant, contre l'Allemagne en blanc immaculé. Dès la première seconde, les Néerlandais montrent leurs intentions. Ils ne viennent pas pour défendre leur avance ou gérer la partie. Ils viennent pour démolir l'Allemagne comme ils ont démoli tous leurs adversaires. Le coup de tonnerre. 90 secondes. Ce qui se passe ensuite va entrer dans la légende du football. Johan Cruyff récupère le ballon au milieu du terrain néerlandais. Il commence à avancer,
tranquillement, presque nonchalamment. Autour de lui, ses coéquipiers se mettent en mouvement selon les principes du football total. Les Allemands reculent, organisent leur bloc défensif. Cruyff accélère soudainement. Il élimine un premier défenseur allemand d'un crochet, puis un deuxième. Il entre dans la surface allemande. Uli Hoeneß, le jeune défenseur allemand, se précipite pour intervenir. Mais dans sa précipitation, il accroche Cruyff par derrière. Le Néerlandais s'écroule. L'arbitre Jack Taylor n'hésite pas une seule seconde. Il siffle penalty. Incroyable. Seulement 90 secondes de jeu et les Pays-Bas ont un penalty. Le stade est en état de choc. Les joueurs allemands protestent mollement, mais ils savent que Hoeneß a commis une faute stupide. Les supporters allemands sont sonnés. Comment peut-on concéder un penalty après 90 secondes dans une finale de Coupe du Monde? C'est un cauchemar qui commence. Johan Neeskens, le guerrier néerlandais, s'empare du ballon. Il le place sur le point de penalty. Sepp Maier, le gardien allemand, sautille sur sa ligne, essayant de déstabiliser le tireur. Mais Neeskens est de glace. Il prend son élan, frappe avec puissance et précision. Le ballon file dans le coin droit du but. Maier plonge, mais trop tard. 1-0 pour les Pays-Bas. L'explosion de joie côté néerlandais est indescriptible. Les joueurs se jettent sur Neeskens. Les supporters orange hurlent de bonheur. Sur le banc néerlandais, même Michels laisse échapper un sourire. Tout se passe comme prévu. Mieux que prévu même. Les Allemands sont déjà menés, déjà sous pression, déjà à la merci du football total. La finale semble jouée. La réaction allemande. Fierté blessée. Mais quelque chose d'étrange se produit alors. Quelque chose que les Néerlandais n'ont pas anticipé. Au lieu de s'effondrer, au lieu de paniquer, les Allemands se réveillent. Ce pénalty précoce, au lieu de les achever, les galvanise. C'est comme si une rage froide s'emparait de toute l'équipe. Beckenbauer rassemble ses coéquipiers autour de lui. On ne peut pas tomber plus bas. Maintenant, on joue sans peur. On leur montre qui nous sommes. Et les Allemands se mettent à jouer. Pas avec le brio des Néerlandais, pas avec leur élégance, mais avec une détermination féroce. Ils pressent haut, harcèlent chaque porteur de ballon néerlandais, ne leur laissent aucun répit. Vogt colle Cruyff de si près que le Néerlandais ne peut plus respirer. À chaque fois qu'il reçoit le ballon, Vogt est là, physique, imposant, coupant les angles de passe. Les Néerlandais, surpris par cette intensité soudaine, commencent à perdre leur fluidité habituelle. Leurs passes sont moins précises, leurs mouvements moins synchronisés. Ils contrôlent le ballon, certes, mais sans vraiment menacer. Les Allemands, eux, attendent leur moment. Ils savent que dans le football, une seule action peut tout changer. À la 25e minute, l'action décisive arrive. Bernd Hölzenbein, l'ailier allemand, reçoit le ballon sur le côté droit. Il commence à dribbler vers la surface néerlandaise. Wim Jansen, le défenseur néerlandais, vient à sa rencontre. Hölzenbein accélère, essaie de le déborder. Dans le duel, il perd légèrement l'équilibre et tombe dans la surface. Jansen l'a-t-il touché? A-t-il trébuché tout seul? C'est ambigu. Mais Jack Taylor, l'arbitre, siffle à nouveau. Penalty pour l'Allemagne. Cette fois, c'est au tour des Néerlandais de protester avec véhémence. Cruyff se précipite vers l'arbitre, gesticulant, criant que c'est un plongeon. Les autres joueurs néerlandais entourent Taylor, mais l'arbitre est inflexible. Sa décision est prise. Penalty confirmé. Paul Breitner. Le rebelle qui égalise Paul Breitner, le latéral gauche aux cheveux longs, s'empare du ballon. Breitner est un personnage atypique dans cette équipe allemande. Ouvertement de gauche, politiquement, lecteur de Karl Marx, il détonne dans l'Allemagne conservatrice de l'époque. Mais sur un terrain, c'est un guerrier d'une confiance inébranlable. Il avait prévenu ses coéquipiers avant le match. Si on a un penalty, c'est moi qui tire. Il place le ballon, recule de quelques pas. Jan Youngblood, le gardien néerlandais, essaie de le perturber en bougeant sur sa ligne. Breitner ne le regarde même pas. Il fixe le coin gauche du but. Il prend son élan, frappe fort et bas. Le ballon file comme une flèche exactement où il voulait l'envoyer. Youngblood plonge, touche le ballon du bout des doigts, mais ne peut l'empêcher d'entrer. 1-1. Le stade olympique explose. Les 50 000 supporters allemands hurlent de soulagement et de joie. Breitner lève le poing, triomphant.
Sur le banc allemand, Schön et ses adjoints se congratulent. Leur plan fonctionne. Ils ont résisté à la pression, ils ont égalisé. La finale est relancée. Les Néerlandais, eux, semblent sonner. Leur entame parfaite s'est transformée en égalité. Le doute commence à s'immiscer. Le tournant. Müller frappe. La suite du match devient une bataille intense. Les Néerlandais essaient de reprendre le contrôle, de retrouver leur fluidité. Mais les Allemands ne lâchent rien. Chaque duel est disputé férocement. Vogt ne quitte pas Cruyff d'une semelle. Le Néerlandais, frustré, commence à s'énerver, à discuter avec l'arbitre, à perdre sa concentration. Juste avant la mi-temps, à la 43e minute, l'Allemagne prend l'avantage. Sur un corner allemand mal dégagé par la défense néerlandaise, le ballon revient vers Rainer Bonhoff, le milieu allemand. Il contrôle et tente sa chance d'une frappe puissante. Le ballon est repoussé par Youngblood, mais seulement dans les pieds de Gerd Müller, posté à quelques mètres du but. Et là, Müller fait ce qu'il sait faire mieux que personne. En un éclair, il pivote sur lui-même, malgré deux défenseurs qui l'entourent, et propulse le ballon dans le but d'une frappe instinctive. 2-1 pour l'Allemagne. Le Bomber vient de frapper à nouveau. C'est son 14e but en Coupe du Monde et sans doute le plus important de sa carrière. La joie allemande est indescriptible. Müller est submergé par ses coéquipiers. Le public allemand chante à tue-tête. Sur le banc, Schön n'en croit pas ses yeux. Son équipe, donnée perdante, mène en finale contre les meilleurs joueurs du monde. Les Néerlandais, eux, rentrent au vestiaire sonnés. En 2 minutes, tout a basculé. Ils menaient, contrôlaient, dominaient. Et maintenant, ils sont menés. La pause. 2 vestiaires, 2 ambiances. Dans le vestiaire néerlandais, c'est la stupéfaction. Les joueurs ne comprennent pas ce qui s'est passé. Ils ont été les meilleurs pendant 43 minutes, et pourtant ils sont menés. Certains sont effondrés, d'autres en colère. Cruyff, habituellement si calme, tape du poing contre un casier. « On se fait voler ce match !» hurle-t-il, faisant référence au pénalty allemand qu'il juge immérité. Rinus Michels doit intervenir. Il hausse la voix, chose rare chez lui. « Arrêtez ! On ne va pas pleurer sur ce qui s'est passé. Il reste 45 minutes. Vous êtes les meilleurs joueurs du monde. Prouvez-le. Oubliez l'arbitrage. Oubliez la malchance. Jouez votre football. Un but, c'est tout ce qu'il nous faut. » Ces mots semblent calmer l'équipe. Les visages se durcissent. Les Néerlandais vont se battre. Dans le vestiaire allemand, l'ambiance est à l'euphorie contrôlée. Les joueurs célèbrent, mais Beckenbauer et Schön tempèrent rapidement. 45 minutes, rappelle Beckenbauer. Ce n'est pas fini, ils vont tout donner. On doit tenir, défendre intelligent et tuer le match à la première occasion. Schön ajuste sa tactique. Encore plus de rigueur défensive, Vogt doit continuer à neutraliser Cruyff et surtout garder le bloc compact. Seconde mi-temps, le siège néerlandais. La seconde mi-temps commence et les Pays-Bas se lancent à l'assaut. Ils monopolisent le ballon, attaquent par vagues successives. Cruyff essaie de tout faire lui-même, dribblant 3 à 4 joueurs. Mais Vogt est toujours là, comme un boulet attaché à ses chevilles. Rep sprint sur les ailes, centre, mais personne ne surgit au bon moment. Neeskens tente des frappes lointaines qui filent juste à côté. Les Allemands reculent, s'organisent en un mur humain devant Maier. Le gardien allemand est inspiré, multipliant les arrêts difficiles. Sur une tête puissante de Neeskens, il détend son grand corps et repousse miraculeusement le ballon en corner. Sur une frappe enroulée de Cruyff, il plonge et capte le ballon avec autorité. Il est en état de grâce. Les minutes défilent. 60e minute, toujours 2-1. 70e minute, toujours 2-1. La nervosité monte chez les Néerlandais. Ils sentent que le temps leur échappe. Ils commencent à prendre des risques inconsidérés, laissant des espaces derrière eux. Les Allemands, épuisés mais disciplinés, tiennent bon. Beckenbauer, malgré la fatigue, continue à organiser sa défense, à replacer ses coéquipiers, à gagner des secondes précieuses. À la 75e minute, les Néerlandais ont leur meilleure occasion. Sur un corner, le ballon arrive sur la tête de Ruud Krol, complètement démarqué à 6 mètres du but. C'est le but tout fait. Krol saute, frappe de la tête, visant le coin inférieur. Mais incroyablement, Sepp Maier plonge et repousse le ballon des 2 mains. Les Néerlandais n'en croient pas leurs yeux. Comment ce but n'est-il pas entré? Les dernières minutes,
l'agonie. Les 10 dernières minutes sont une torture pour les Néerlandais et leurs supporters. Ils attaquent, attaquent, mais se heurtent à un mur allemand infranchissable. Les Allemands, eux, jouent chaque seconde, simulent des crampes, prennent leur temps sur chaque remise en jeu. Les Néerlandais crient au scandale, mais l'arbitre laisse faire. À la 87e minute, Cruyff récupère le ballon à 30 mètres du but. Il élimine Vogts, enfin, d'un crochet sublime, puis slalom entre deux autres défenseurs. Il se retrouve à l'entrée de la surface, légèrement excentré. Il arme sa frappe. Tout le stade retient son souffle. Il frappe. Le ballon part comme une fusée, mais passe juste à côté du poteau gauche de Maier. Si près. Cruyff s'effondre sur la pelouse, les mains sur le visage. Les temps additionnels sont annoncés. 4 minutes. 4 minutes pour sauver un rêve. Les Néerlandais se projettent en avant avec le désespoir des condamnés. Même les défenseurs montent. Les Allemands défendent à 10 dans leur surface. Chaque dégagement est célébré comme un but. Les secondes s'égrènent interminablement. Le coup de sifflet final, tragédie et triomphe. À la 94e minute, Jack Taylor regarde sa montre et porte le sifflet à sa bouche. Il siffle. C'est terminé. L'Allemagne de l'Ouest est championne du monde. L'explosion de joie côté allemand contraste violemment avec l'effondrement néerlandais. Les joueurs allemands se jettent dans les bras les uns des autres, pleurent, rient, crient. Les supporters envahissent le terrain, submergent leur héros. Beckenbauer, le capitaine, est porté en triomphe. Lui qui parlait de retraite vient de remporter le trophée ultime. Gerd Müller, le buteur décisif, sourit de toutes ses dents. Sepp Maier, le gardien héroïque, embrasse ses poteaux. Paul Breitner, le rebelle, lève le poing vers le ciel. Bertie Vogts, épuisé d'avoir couru après Cruyff pendant 90 minutes, s'effondre de bonheur. Côté néerlandais, c'est la désolation. Cruyff est assis sur la pelouse, la tête entre les mains, les yeux rouges. Neeskens pleure ouvertement. Rep fixe le vide, incrédule. Comment ont-ils pu perdre? Ils étaient meilleurs, tout le monde le dit. Mais le football n'est pas un concours de beauté, c'est un sport où seul le score compte. Et le score est sans appel, 2-1 pour l'Allemagne. Rinus Michels, l'architecte du football total, reste stoïque sur le banc. Il regarde ses joueurs effondrés et son cœur se serre. Il sait qu'ils ont joué le meilleur football du tournoi, qu'ils ont révolutionné ce sport. Mais une finale, ça ne se joue pas, ça se gagne. Et aujourd'hui, son équipe n'a pas gagné. Cette défaite le hantera jusqu'à la fin de ses jours. La cérémonie, 2 destins. La cérémonie de remise du trophée commence. Franz Beckenbauer monte les marches de l'estrade sous les ovations du public allemand. Il reçoit le trophée Jules Rimet, en fait sa réplique, l'original ayant été volé, des mains des officiels de la FIFA. Il le brandit au-dessus de sa tête, déclenchant une nouvelle explosion de joie. Les joueurs allemands font un tour d'honneur, le trophée passant de main en main. Les Néerlandais doivent, eux, recevoir leur médaille de finaliste. C'est une torture supplémentaire. Ils montent à contre-cœur, reçoivent ces médailles qu'ils considèrent comme une insulte, et redescendent immédiatement. Plusieurs joueurs retireront leurs médailles dès qu'ils seront hors de vue des caméras. Certains, comme Jan Jongbloed, les jetteront même dans un coin du vestiaire et ne les récupéreront jamais. Johan Cruyff, la star du tournoi, refuse catégoriquement de monter chercher son trophée de meilleur joueur. Il ne veut rien savoir. Les organisateurs doivent le supplier pendant plusieurs minutes avant qu'il accepte, finalement, à contre-cœur, de monter brièvement pour le recevoir. Il ne sourit pas, ne salue pas, prend le trophée et redescend immédiatement. Son visage est un masque de déception et d'amertume. L'après-match, analyse et controverse. Dans les heures qui suivent, l'Allemagne tout entière explose de joie. Les rues de Munich, Berlin, Hambourg, Cologne résonnent de chants et de célébrations. Le pays qui avait été humilié par l'Allemagne de l'Est quelques jours plus tôt vient de conquérir le monde. C'est une rédemption nationale. Les journaux titrent « Le miracle de Munich »,« L'Allemagne sur le toit du monde »,« La revanche du Kaiser ». Aux Pays-Bas, c'est le deuil national. Comment une équipe si dominante, si brillante, a-t-elle pu perdre? Les analyses se multiplient. Certains accusent l'arbitre Jack Taylor d'avoir favorisé les Allemands avec ce pénalty controversé de la 25e minute. D'autres pointent du doigt l'excès de confiance néerlandais,
cette arrogance qui les a poussés à sous-estimer leurs adversaires. Des théories du complot émergent d'eux-mêmes. Certains supporters néerlandais sont convaincus que la FIFA voulait absolument que l'Allemagne, pays hôte, remporte le trophée. Ils citent des décisions arbitrales douteuses, le fait que les Allemands ont eu plus de temps de récupération entre leurs matchs. Ces théories ne seront jamais prouvées, mais elles persisteront dans l'imaginaire collectif néerlandais pendant des décennies. Les blessures qui ne guérissent jamais. Dans les jours suivants, des détails sur l'état d'esprit néerlandais avant la finale commencent à fuir. On apprend que certains joueurs avaient déjà prévu leur fête de célébration avant le match, que l'atmosphère était trop détendue, trop confiante, que personne n'avait vraiment envisagé la possibilité d'une défaite. Cette révélation choque les Pays-Bas. Comment ont-ils pu être si naïfs? Johan Cruyff, dans une rare interview quelques jours après la finale, laisse transparaître son amertume. Nous avons joué le meilleur football du tournoi, tout le monde le reconnaît, mais nous n'avons pas le trophée, c'est ça qui compte au final. Nous avons appris une leçon terrible. Être le meilleur ne suffit pas. Il faut aussi être efficace, pragmatique. Les Allemands l'étaient, pas nous. Cette défaite traumatisera une génération entière de footballeurs néerlandais. Cruyff ne participera plus jamais à une Coupe du Monde. Certains disent que c'est par choix, d'autres évoquent des problèmes familiaux, d'autres encore parlent de pression psychologique insupportable. Quoi qu'il en soit, le plus grand joueur néerlandais de l'histoire ne portera plus jamais son maillot orange dans un mondial. L'héritage allemand, une dynastie commence. Pour l'Allemagne, cette victoire marque le début d'une domination qui durera des décennies. Cette génération Beckenbauer, Müller, Maier a démontré qu'on peut gagner sans nécessairement jouer le plus beau football. Que l'efficacité, la discipline, la résilience mentale valent parfois plus que le talent pur. Cette philosophie pragmatique deviendra la marque de fabrique du football allemand. Franz Beckenbauer, le capitaine victorieux, devient une légende vivante. Il avait déjà remporté 3 Coupes d'Europe avec le Bayern Munich. Maintenant, il a le titre mondial. Sa carrière est complète. Il prendra sa retraite internationale après ce tournoi, comme prévu. Mais son influence sur le football allemand perdurera. Il deviendra sélectionneur et mènera l'Allemagne à un nouveau titre mondial en 1990, cette fois depuis le banc. Gerd Müller, le buteur décisif, entre dans l'histoire avec un record de 14 buts en Coupe du Monde. Record qui tiendra jusqu'à ce que Ronaldo le batte en 2006. Son but, en finale du 7 juillet 1974, reste gravé dans la mémoire collective allemande comme l'un des moments les plus importants de l'histoire du football allemand. Der Bomber se retirera peu après. Mission accomplie. L'héritage néerlandais, la beauté tragique. Paradoxalement, malgré leur défaite, les Néerlandais de 1974 laisseront un héritage plus profond dans l'histoire du football que leurs vainqueurs allemands. Le football total qu'ils ont incarné influencera des générations d'entraîneurs et d'équipes. 40 ans plus tard, on verra encore son influence dans le FC Barcelone de Pep Guardiola, où des joueurs comme Xavi, Iniesta et Messi appliqueront les principes de fluidité de pressing et d'échange de positions inventés par Michels et Cruyff. Johan Cruyff deviendra l'évangéliste du football total. Après sa carrière de joueur, il sera entraîneur du FC Barcelone et révolutionnera le club catalan. Il y créera la Dream Team des années 90 et mettra en place la philosophie qui mènera au succès ultérieur du Barça. Son influence sur le football moderne est incalculable. Quand on regarde Manchester City de Pep Guardiola ou le football actuel, on voit l'héritage de Cruyff partout. Les Pays-Bas participeront à la Coupe du Monde 1978 et atteindront à nouveau la finale, cette fois sans Cruyff. Ils la perdront encore contre l'Argentine en prolongation. Cette nouvelle défaite renforcera l'image des Néerlandais comme les éternels finalistes malheureux, capables du plus beau football, mais incapables de franchir la dernière marche. Ce syndrome du finaliste perpétuel hantera l'équipe nationale néerlandaise pendant des décennies. Les controverses persistantes. Des années plus tard, des révélations troublantes émergent. En 2004, Berti Vogts, le défenseur allemand qui avait marqué Cruyff, confie dans une interview « Cruyff était un génie, mais ce jour-là, j'ai réussi à le neutraliser. Mon boulot était simple, ne jamais le lâcher, même si ça signifiait sacrifier mon jeu offensif. J'ai couru 15 km ce jour-là, probablement un record personnel. »
D'autres joueurs allemands admettent que leur stratégie était purement défensive après avoir pris l'avantage. Rainer Bonhoff déclare « Après le 2-1, nous n'avons plus essayé de marquer. Notre seul objectif était de tenir. » Certains diront que ce n'était pas du beau football et ils auront raison. Mais nous avons gagné et c'est tout ce qui compte. Des rumeurs? Jamais. Confirmées mais persistantes, circulent aussi sur les coulisses de cette finale. Certains affirment que plusieurs joueurs néerlandais auraient fait la fête la veille du match, trop confiants dans leur victoire. D'autres évoquent des tensions internes au sein de l'équipe, notamment entre les joueurs de l'Ajax et ceux du Feyenoord, les deux grands rivaux du football néerlandais. Ces divisions auraient affaibli la cohésion au moment crucial. En 2010, l'ancien attaquant néerlandais Johnny Rep brise le silence dans un documentaire. « Nous étions arrogants, voilà la vérité. Nous pensions que le match était déjà gagné avant même de fouler la pelouse. Nous nous voyions déjà champions du monde. Les Allemands, eux, avaient faim. Ils se fichaient d'être moins talentueux que nous. Ils voulaient gagner à tout prix et nous voulions juste briller. » Les joueurs et leur vie après cette finale prendra des chemins très différents pour les acteurs de ce drame. Du côté allemand, Franz Beckenbauer connaîtra une carrière post-football exceptionnelle. Entraîneur, sélectionneur, président du Bayern Munich, organisateur de la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, il deviendra l'une des figures les plus influentes du football mondial. Son surnom de Kaiser ne fera que se renforcer avec les années. Gerd Müller, après avoir pris sa retraite en 1982, connaîtra des années difficiles. Il sombrera dans l'alcoolisme, perdra contact avec le monde du football. Ce n'est qu'à la fin des années 90 qu'il sera redécouvert et réintégré au Bayern Munich comme entraîneur des attaquants. Il recevra enfin la reconnaissance qu'il mérite. Mais les années perdues ne reviendront jamais. Il décédera en 2021, laissant derrière lui un héritage de 68 buts en 62 matchs avec l'Allemagne. Un record d'efficacité rarement égalé. Sepp Maier, le gardien héroïque de la finale, continuera sa carrière jusqu'en 1979 avant un grave accident de voiture qui mettra fin prématurément à sa carrière. Il deviendra ensuite entraîneur des gardiens, formant des générations de portiers allemands, dont Oliver Kahn et Manuel Neuer. Son influence sur l'école allemande des gardiens de but est immense. Côté néerlandais, les trajectoires sont plus sombres. Johan Cruyff, malgré sa brillance comme joueur puis entraîneur, ne se remettra jamais complètement de cette défaite. Dans ses dernières interviews avant sa mort en 2016, il évoquera encore ce 7 juillet 1974 avec une tristesse palpable. « J'ai gagné tout ce qu'il y avait à gagner en club, mais ce trophée mondial m'a échappé. C'est le regret de ma vie. » Johan Neeskens, le milieu de terrain combatif qui avait marqué ce pénalty précoce, vivra également avec le poids de cette défaite. Il jouera 4 ans de plus aux Pays-Bas avant de partir au FC Barcelone, où il retrouvera Cruyff. Mais cette finale perdue le hantera. En 2014, 40 ans après les faits, il confiera « Pas une semaine ne passe sans que je repense à ce match. Et si j'avais marqué un deuxième but? Et si nous avions été moins arrogants? Ces questions me torturent encore. L'impact tactique, une révolution confirmée. » Malgré leur défaite, les Néerlandais ont gagné la bataille des idées. Le football total deviendra la référence tactique pour les décennies à venir. Partout en Europe, les entraîneurs étudient les matchs des Pays-Bas, décortiquent leurs mouvements, essaient de reproduire leur fluidité. Des clubs comme l'Ajax, le FC Barcelone, le Bayern Munich adopteront cette philosophie et connaîtront d'immenses succès. Rinus Michels, l'architecte du système, recevra tardivement la reconnaissance qu'il mérite. En 1989, la FIFA le nommera entraîneur du siècle, devant des légendes comme Sir Alex Ferguson ou Giovanni Trapattoni. Son livre, Team Building, The Road to Success, devient une bible pour les entraîneurs du monde entier. Il y décrit en détail les principes du football total et son application pratique. L'influence du football total dépasse même le cadre du football. Des entraîneurs de basketball, de handball, de rugby étudient ce système pour comprendre comment créer de la fluidité dans un sport collectif. L'idée que chaque joueur doit être polyvalent, capable d'occuper plusieurs postes, devient un standard dans tous les sports d'équipe modernes. Les théories sur l'échec néerlandais.
Au fil des années, les analystes ont développé de nombreuses théories pour expliquer pourquoi les Pays-Bas ont échoué malgré leur supériorité évidente. La première théorie, la plus répandue, est celle de l'arrogance. Les Néerlandais étaient tellement convaincus de leur supériorité qu'ils ont sous-estimé la capacité de résistance allemande. Ils ont joué pour le spectacle plutôt que pour le résultat. La deuxième théorie concerne la psychologie. Les Pays-Bas n'avaient jamais remporté de trophée majeur. Cette absence de culture de la victoire aurait créé une pression insoutenable au moment décisif. Les Allemands, eux, avaient déjà gagné la Coupe du Monde en 1954 et le championnat d'Europe en 1972. Ils savaient comment gérer la pression d'une finale. La troisième théorie est tactique. Le football total, malgré sa beauté, présentait une faiblesse. Quand il ne fonctionnait pas à pleine puissance, quand l'adversaire cassait le rythme comme l'ont fait les Allemands, il devenait moins efficace. Les Néerlandais n'avaient pas de plan B. Ils ne savaient jouer que d'une seule manière. Les Allemands, plus pragmatiques, savaient adapter leur jeu selon les circonstances. Une quatrième théorie, plus controversée, concerne les personnalités. Johan Cruyff, le génie incontesté, était aussi un personnage difficile. Autoritaire, perfectionniste, il pouvait être dur avec ses coéquipiers. Certains analystes suggèrent que cette personnalité forte créait des tensions internes qui ont explosé sous la pression de la finale. À l'inverse, Franz Beckenbauer était un leader plus consensuel, capable de rassembler l'équipe dans les moments difficiles. 1974. Déant la culture populaire. Cette finale de 1974 est devenue bien plus qu'un simple match de football. C'est un événement culturel, un symbole. En Allemagne, elle représente la renaissance d'un pays traumatisé par son passé. Le triomphe de Munich marque le retour de l'Allemagne dans le concert des nations respectables. Un pays capable de célébrer une victoire sportive sans que cela soit entaché par les ombres du passé. Aux Pays-Bas, cette défaite devient partie intégrante de l'identité nationale. Les Néerlandais se voient comme les éternels brillants seconds, capables du plus beau jeu, mais incapables de franchir la dernière marche. Cette image correspond à une certaine vision que les Néerlandais ont d'eux-mêmes. Un petit pays qui doit compenser son manque de taille par l'intelligence et la créativité, mais qui finalement voit les plus grands s'imposer par leur force brute. Des dizaines de livres, documentaires, films sont consacrés à ce match. En 2006, un film néerlandais intitulé Orange 74 raconte l'histoire de cette équipe et de cette finale. Le réalisateur insiste sur l'aspect tragique, une génération dorée qui n'aura jamais la consécration qu'elle mérite. Les scènes de la défaite sont filmées comme une tragédie grecque, avec des ralentis sur les visages effondrés des joueurs. En Allemagne, des documentaires célèbrent Das Wunder von München, le miracle de Munich, montrant comment une équipe disciplinée et résiliente a surmonté les pronostics pour triompher. L'accent est mis sur les valeurs allemandes traditionnelles, travail, discipline, mental d'acier. C'est devenu un récit fondateur de l'identité sportive allemande moderne. Les retrouvailles, réconciliation et respect. Au fil des décennies, les protagonistes de cette finale se sont plusieurs fois retrouvés. En 1999, lors d'un gala organisé par la FIFA pour célébrer le football du XXe siècle, les équipes de 1974 ont été réunies. L'ambiance était douce amère. Les anciens adversaires, maintenant quinquagénaires, se sont embrassés, ont ri ensemble, ont partagé des anecdotes. Franz Beckenbauer et Johan Cruyff, les deux capitaines, ont eu une longue conversation ce soir-là. Des témoins rapportent que Cruyff aurait dit « Franz, vous n'étiez pas meilleur que nous ce jour-là ». Et Beckenbauer aurait répondu « Non, Johan, nous n'étions pas meilleurs. Nous avons juste mieux gagné ». Cette distinction subtile résume parfaitement ce qui s'est passé à Munich en 1974. En 2004, pour les 30 ans de la finale, une émission spéciale a été organisée en Allemagne. Des joueurs des deux équipes y participaient. Berti Vogts, l'homme qui avait neutralisé Cruyff, a présenté ses excuses aux Néerlandais. « Johan, je sais que je t'ai pourri ce match. C'était mon boulot, mais je respecte infiniment ce que tu as apporté au football. Tu es un génie, et moi, je n'étais qu'un artisan. » Cruyff, ému, a serré Vogts dans ses bras. Ces moments de réconciliation montrent que le temps guérit certaines blessures. Les joueurs, maintenant âgés, peuvent regarder en arrière avec plus de sérénité.
Ils comprennent que ce qu'ils ont vécu ensemble, vainqueurs comme vaincus, était exceptionnel. Ils ont participé à l'une des plus grandes finales de l'histoire, un match dont on parle encore 50 ans après. Les leçons pour l'éternité. Que nous enseigne cette finale de 1974 ? D'abord, que le talent ne suffit pas toujours. Les Pays-Bas étaient plus talentueux, plus brillants, plus innovants, mais l'Allemagne était plus forte mentalement, plus pragmatique, plus efficace. Dans le sport de haut niveau, ces qualités peuvent faire la différence. Ensuite, que l'arrogance est l'ennemi de la performance. Les Néerlandais pensaient avoir déjà gagné. Cette confiance excessive les a empêchés de se préparer mentalement à la possibilité d'une défaite. Quand les choses ont mal tourné, ils n'avaient pas les ressources psychologiques pour réagir. Troisième leçon, la capacité d'adaptation est cruciale. Les Allemands ont su ajuster leur jeu selon les circonstances. Après avoir encaissé ce pénalty précoce, ils auraient pu s'effondrer. Au lieu de ça, ils ont redoublé d'intensité. Cette flexibilité mentale est souvent ce qui distingue les champions des finalistes. Quatrième leçon, on se souvient autant des perdants magnifiques que des vainqueurs pragmatiques. 50 ans après, le monde du football parle encore avec admiration des Néerlandais de 1974. Leur football total a inspiré des générations. Les Allemands ont le trophée, mais les Néerlandais ont la postérité des idées. Enfin, la plus importante peut-être, le football, comme la vie, n'est pas toujours juste. Le meilleur ne gagne pas toujours. Parfois, c'est celui qui veut le plus, celui qui croit le plus, celui qui souffre le plus qui triomphe. Cette injustice apparente fait partie de la beauté tragique du sport. Épilogue, l'héritage 50 ans après, Tonko. En 2024, 50 ans après cette finale légendaire, le monde du football s'est arrêté pour commémorer cet anniversaire. Des cérémonies ont été organisées à Munich, à Amsterdam, dans toute l'Europe. Les rares survivants de ces équipes mythiques ont été célébrés comme des héros, vainqueurs comme vaincus. Le football de 2024 porte encore l'empreinte de 1974. Quand on regarde le Manchester City de Pep Guardiola, disciple de Cruyff, on voit le football total réincarné. Quand on observe l'efficacité pragmatique du football allemand moderne, on reconnaît l'héritage de Beckenbauer. Cette finale a créé deux écoles de pensée qui coexistent encore aujourd'hui. Les nouvelles générations de footballeurs connaissent cette histoire. Dans les académies de jeunes de l'Ajax, on enseigne encore les principes inventés par Michels et Cruyff. Dans les centres de formation allemands, on insiste sur les valeurs qui ont permis de vaincre en 1974. Discipline, résilience, efficacité. Cette finale continue d'éduquer, d'inspirer, de façonner le football moderne. Johan Cruyff est décédé en 2016, Franz Beckenbauer en 2024. Gerd Müller nous a quittés en 2021. Une génération s'en va, emportant avec elle les souvenirs directs de ce jour historique du 7 juillet 1974. Mais l'histoire reste, immortelle, transmise de génération en génération. Elle continuera d'être racontée dans 100 ans, dans 200 ans, tant qu'il y aura des gens pour aimer le football. Car cette finale ne raconte pas seulement l'histoire d'un match. Elle raconte l'histoire de deux philosophies, de deux visions du football, de deux conceptions de ce qu'est la victoire. Elle pose des questions universelles. Vaut-il mieux briller et perdre ou gagner sans éclat ? Le génie vaut-il mieux que l'efficacité ? La beauté est-elle supérieure au résultat ? Ces questions n'ont pas de réponse définitive. Et c'est précisément pour ça que nous continuons d'en parler. La finale de la Coupe du Monde 1974 reste ouverte, inachevée dans nos imaginaires. Elle est devenue un mythe moderne, une parabole sportive sur l'ambition, le talent, l'échec et la rédemption. Le 7 juillet 1974, à Munich, deux équipes ont écrit une page d'histoire. L'une a gagné le trophée, l'autre a gagné l'immortalité. Peut-être, au final, n'y a-t-il eu que des vainqueurs ce jour-là. Des vainqueurs différents, certes, mais des vainqueurs quand même. Les Allemands ont gagné la Coupe du Monde. Les Néerlandais ont gagné nos cœurs. Et 50 ans plus tard, nous sommes encore là, à raconter leur histoire, à revivre leurs émotions, à débattre de leurs mérites respectifs. C'est ça, la vraie victoire, devenir éternelle. Et en cela, tous les acteurs de cette finale de 1974 ont triomphé. Ils sont entrés dans la légende. Ils font désormais partie de cette galerie de figures mythiques
que chaque génération transmet à la suivante. Cruyff et Beckenbauer, Müller et Neskens, Vogt et Rep, Maier et Youngblood, leurs noms résonneront éternellement dans les stades, dans les cours de récréation, partout où des êtres humains se rassemblent pour célébrer le plus beau jeu du monde. La Coupe du Monde 1974 s'est terminée le 7 juillet de cette année-là, mais son histoire, elle, ne finira jamais. Merci d'avoir suivi cette saga extraordinaire jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce voyage dans l'histoire du football, abonnez-vous à Football Archive et likez cette vidéo. Partagez vos réflexions en commentaire. Pensez-vous que les Néerlandais auraient dû gagner? Quelle équipe incarne le mieux votre vision du football? Rendez-vous très bientôt pour d'autres histoires légendaires du ballon rond.